Rendez-vous est donné sur Alliance 92 si l'on parle de l'émission Embarras. Et pour donc cette semaine, on va parler d'un sujet autant qui nous intéresse par rapport là où l'on vit, comment l'on fonctionne dans une ville. Et vous avez compris donc, un indice a été donné et nous allons parler de ville comme de l'habitat. Et l'on reçoit ici le directeur de développement des villes et de l'habitat du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics, en la personne de Madame Oulsouf Elana Rarsou. Bonjour à vous. Bonjour Madame Priska Rakoutmalal, et je vous remercie également de m'avoir accueilli ici pour cette émission. Oui, alors c'est un sujet qui est passionnant quand même, du fait que plus la population augmente et plus les idées comme les actions doivent se faire très rapidement. Mais de la situation actuelle, il y a eu quand même des rencontres, des échanges. Et là dernièrement, il y a eu un forum, un troisième forum national urbain. En fin de compte, grosso modo, ça parlait de quoi ? Oui. En effet, le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics a organisé récemment le troisième forum national urbain, plus exactement le 7, 8 et 9 octobre 2019 au village Voir Andoutapinac. Ce troisième forum national a été porté sur le thème « Les villes, levier de l'émergence de Madagascar ». En effet, il n'est plus à démontrer que les villes jouent un rôle économique et démographique, voire politique, très important dans le processus de développement du pays. Et durant ce forum, donc, on avait vulgarisé la première politique nationale de développement urbain à Madagascar. C'est une première politique puisque auparavant, quand on intervenait dans les villes, on n'avait pas eu de fil conducteur de toutes les actions et par conséquent, donc, ces actions sont menées de façon ponctuelle et pas toujours cohérente. Actuellement, Madagascar possède cette politique nationale de développement urbain et durant le forum, nous avons communiqué la vision et les axes stratégiques dans cette politique de la ville. Il y a eu quand même des participants, mais qui sont réellement les concernés par rapport à ce thème en soi-même déjà ? Le Forum national urbain, troisième édition, a été vraiment un forum fédérateur. On comptait 750 participants durant ce forum et 572 visiteurs qui étaient venus de leur propre gré au forum. Et parmi ces participants, il y avait 145 maires en fonction, mais en tout, on avait invité 219 communes et donc vous faites rapidement le calcul. Le reste des représentants issus des communes sont soit des adjoints au maire, soit des chefs de service technique. Il y avait également une exposition durant les 3 journées et en tout, on avait compté 21 exposants représentant les ministères qui sont concernés par le développement de la ville, les ONG, les secteurs privés qui interviennent dans les villes et tout ça. Et en termes de programme, on avait eu vraiment un agenda très chargé durant les 3 jours de forum et en tout, on avait 46 panélistes qui sont des panélistes, je peux dire, de haut niveau, comme par exemple le représentant résident adjoint des coopérations étrangères à Madagascar, les directeurs dans les agences de développement étrangères à Madagascar, les directeurs généraux, des décideurs de compter aussi. Oui. Ouais. Mais dites-moi, de cette rencontre, il suffisait pas simplement justement de partager, mais de convaincre pour accepter justement ce développement comme il a été initié, le développement dans les grandes villes. Mais il y a eu des engagements quand même. Mais comment doivent s'appliquer ces engagements vis-à-vis à la politique de l'État même ?
En parlant tout d'abord des engagements, il est à noter qu'à la fin du forum, 2 documents importants ont été adoptés. Le premier, c'est la déclaration commune des participants et qui fait vraiment office d'un engagement de tous les acteurs présents durant le forum et qui sont des acteurs, je dirais, représentatifs des acteurs urbains à Madagascar. Le deuxième document, c'est l'agenda urbain de Madagascar, c'est-à-dire la traduction de la politique de la ville en plan d'action réalisable pour les prochaines années. Ces deux documents comportaient en même temps donc des grands axes sur lesquels les actions de l'État et même des secteurs privés, de tous les acteurs, doivent porter pour les prochaines années. Ça parlait par exemple de la nécessité de la bonne gouvernance, la coordination entre les ministères, l'application de l'état de droit, puisque quand on parle de ville, il y a un arsenal de textes juridiques et même de plans d'urbanisme, des normes d'urbanisme environnementales, tout cela. Tout ça, oui. Et une des choses très importantes également, c'est la question de mobilisation de fonds, et ces documents comportent donc des pistes pour la mise en place de mécanismes financiers pérennes pour les villes, puisque, comme vous l'avez dit en introduction, les actions sont nombreuses du moment qu'on parle d'urbanisation rapide. Donc il y a des projets à faire et qui sont vraiment coûteux et nécessitent un financement important. Alors là, on part du fait que maintenant on sait où est-ce qu'on va chercher les fonds nécessaires pour l'exécuter. Mais est-ce qu'il y a, en termes de réalisation, un deadline pour que ça soit vraiment palpable, cette évolution, parce que tout est très rapide aujourd'hui? Oui, actuellement, il faut opérer une réforme et voire une révolution dans les actions menées dans les villes. Et il faut vraiment que ça a des impacts et ça apporte une transformation, un changement au niveau de la ville, puisque autrement, cela va rester comme une vision comme une autre. Donc, si on fait un petit recensement actuellement, l'État, à travers le ministère et avec l'appui de quelques bailleurs de fonds, met en œuvre des projets aussi bien à Antananarive que dans les villes secondaires. Et quand je parle de villes secondaires, ce sont les chefs-lieux de province, mais il y a également des projets dans les villes vraiment moyennes et petites. Et en tout, actuellement, le recensement fait que l'investissement dans les villes compte actuellement près de 260 millions de dollars. Parmi ces 260 millions de dollars, donc je peux citer par exemple le projet Produire en Antananarive, qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars. Le projet PADEV, financé par l'Agence française de développement, qui est à 25 millions d'euros et qui concerne 6 villes chefs-lieux de province. Le projet PIA ou projet intégré d'assainissement Tana, donc etc., etc. C'est-à-dire que il y a déjà des actions en œuvre actuellement et qui sont en train d'être lancées et qui sont en train d'être... Entre autres. Oui. Entre autres. Entre autres, des exemples comme je l'ai cité tout à l'heure, le projet Produire, projet développement urbain intégré, résilience, et qui touche l'agglomération d'Antananarive. Il y a aussi le projet Lalankel 3, c'est-à-dire la restructuration des quartiers à travers la réhabilitation des ruelles, la réhabilitation des équipements communautaires dans les quartiers et l'éclairage public. Il y a le projet PIA, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assainissement urbain, et prochainement il y en aura tant d'autres. Mais dites-moi, en entendant donc ces projets en soi et leur réalisation, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce qui se fait vraiment exactement nouvelle
ou restructuration aussi, parce que parfois quand on fait des travaux, là on rend compte que non, il y a eu des erreurs à rectifier et on perd le temps justement dans ces rectifications et ça ralentit par rapport à un à un agenda donné. Est-ce qu'on rencontre souvent ce problème ? En fait, la politique de la ville est très claire là-dessus. Il y a tout d'abord la résorption, c'est-à-dire la restructuration de ce qui existe. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui existe et qui forme actuellement, je dirais, le tissu urbain de la ville. Mais il y a également des actions préventives à faire. Donc, ce sont les deux en même temps qui vont apporter des changements au niveau des villes. On parle aussi de modernisme quand même, on parle d'évolution. Alors comment cela se fait ? Parce que étant donné que si l'on parle le cas de la capitale, une belle ville, mais elle a son âge, elle porte son âge aussi, même si on parle des infrastructures d'habitat. Comment prévoyez-vous cette émergence de ville ? Alors si on prend la capitale par exemple. Dans le processus de développement urbain, je pourrais affirmer que le point de départ, c'est vraiment de disposer un plan d'urbanisme. Et pour le cas de la capitale, le ministère a récemment travaillé avec l'AJICA pour réviser le plan d'urbanisme de Tana, et pas seulement la commune urbaine d'Antananarivo, mais aussi les communes périphériques qui sont au nombre de 37 autour de la CUA. Et dans ce plan d'urbanisme, justement, on donne une place importante au patrimoine qu'il faut sauvegarder et où donc les actions doivent porter sur cette préservation tout en valorisant quand même. Et il y a également des actions qui porte sur la modernisation, si vous utilisez le terme modernisation, mais il y a par exemple l'extension des voies, la création de nouvelles voies, l'amélioration de l'assainissement, la création des pôles urbains en périphérie pour justement éviter au modèle d'urbanisation des années précédentes, comme quoi tout est concentré dans la CUA et que cette capitale fonctionne vraiment de façon monoconcentrique. Oui, alors là, on a parlé donc de routes, on a parlé donc de tout ce qui est utile. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des citoyens qui habitent donc et qui travaillent, qui circulent dans ces villes, que ce soit une ville secondaire ou autre. Mais comment les convaincre qu'on a besoin de cela et qu'il faut le faire, étant donné que maintenant tout est trop concentré ? En effet, il faut éduquer les citadins, les citoyens qui sont dans les villes. Et d'ailleurs, dans la politique nationale de développement urbain, on met également l'accent sur la rééducation de la valeur de citadinité. Habiter en ville, c'est pas pareil comme habiter en campagne. Il y a des comportements qui changent, il y a des modes de vie à adopter, les modes de vie propres à la ville. Donc il faut éduquer cette population et impliquer également cette population dans la construction de la ville, puisque la ville ne construit pas seulement par l'État ou les communes qui construisent des routes ou qui construisent des marchés, mais également par les ménages, les citoyens, les citadins qui construisent leurs maisons à l'intérieur de la ville. Donc, des actions vont être menées et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on organise périodiquement des forums. On profite de l'occasion pour vraiment lancer ce processus d'éducation citoyenne et communiquer sur les lois, les règlements à respecter quand on vit en ville. Oui, alors mais des alentours de ces villes, même pas à 100 mètres de la ville en soi-même, il existe encore des bidonvilles. Comment les mettre dans le temps actuel et dans cet esprit d'évolution et d'émergence ? L'existence des bidonvilles est un fait, je dirais, préoccupant dans la ville. Les statistiques
parle d'elle-même et c'est assez malheureux. Quand on parle de Tana, par exemple, 72% de la population de Tana habite en bidonville, et si on se réfère à la définition de bidonville fixée par l'UN Habitat, le bidonville, c'est pas seulement les constructions qui sont en matériaux précaires, mais également des constructions qui peuvent être en dur, mais qui n'a pas la sécurité foncière nécessaire, par exemple, ou qui n'a pas l'accès à des services urbains comme l'électricité, l'eau potable, l'assainissement et tout ça. Donc, ça fait que même si on n'habite pas dans des maisons en carton ou en bois ou en bidon, on peut être un bidonvillois. Et pour le moment, le ministère mène des projets de restructuration. J'ai parlé tout à l'heure de projet Lalanquil 3. Oui. Et en fait, ces projets contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie dans ces bidonvilles. Ce qu'il ne faut pas oublier, la raison de la formation, de la création de ces bidonvilles, c'est également la pauvreté. Donc, quelque part, il faut aussi faire des projets qui visent à relancer l'économie de la ville, à créer des emplois auxquels la population peut aussi accéder, oui. Et tout ça. Mais l'inverse aussi se montre, hein, c'est que si on a l'habitude de voir des maisons suivant des normes, il y a d'autres aussi qui ne suivent vraiment pas les normes. D'autres maisons qui sont cachées vers d'autres grandes bâtisses, mais tout cela, on parle de normes quand même, d'habitat. Alors comment allons-nous faire pour gérer tout cela ? Les normes existent. Le problème, c'est leur application effective. Pour garantir cette application effective, il y a l'instrument comme par exemple la demande de permis de construire, la demande de permis de lotir ou la demande de permis d'habiter. Si tous les ménages ou tous les promoteurs immobiliers ou tout ça sont informés d'abord de la nécessité de ces permis et sont impliqués dans la demande de ces permis, on aura l'assurance de l'application des normes. Pour le moment, comme vous l'avez dit, il y a toujours des constructions qui sont érigées sans permis de construire. Il y a des aménagements qui sont faits sans permis de lotir et tout ça. Donc, il y a également un système de contrôle là-dessus. Dans ce système, il faut avouer que les communes qui sont les premiers responsables du développement de leur ville sont au premier rang pour effectuer ce contrôle. Et si malheureusement donc la population ne respecte pas ou ne réagit pas par rapport aux contrôles qui sont faits, il y a des sanctions à appliquer. Et c'est-à-dire que le simple citoyen peut porter plainte dans le cas où il y a un bâtisse qui s'érige là, mais qui estompe toute vue ou lumière par rapport à leur habitat derrière ? Oui, tout à fait. Il y a ce recours-là, mais dans un pays où la bonne gouvernance devra être promue, c'est à la commune et aux responsables au niveau de la commune de faire un contrôle, je dirais, systématique de ces constructions-là, puisque ça se passe dans la circonscription de la commune, ça se passe tous les jours et ça fait partie de leur mission quotidienne. En effet, Madame le directeur du développement des villes et de l'habitat, en la personne de Madame Oulsou Felana, c'est bon à savoir également, c'est que c'est tout un chantier, hein, ce qu'il faut faire là. Mais la communication et le travail transversal, comment cela se passe ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un défi et un engagement pris, le fait d'améliorer la coordination interministérielle. La question de la ville ne concerne pas uniquement le ministère de l'Aménagement de territoire, ça concerne
d'autres ministères qui interviennent dans la ville et ces ministères doivent travailler ensemble et c'est vraiment l'engagement qu'on fait actuellement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement urbain. Mais également une coordination à faire avec les collectivités territoriales décentralisées, la région et les communes, voire les FUCTAN. Et il y a des mécanismes prévus pour ça, pour cette coordination, comme par exemple la mise en place des comités ou commissions municipales d'urbanisme dans lesquels tous les ministères et toutes les collectivités sont membres et qui discutent, qui se concertent sur ce qu'il faut faire dans une ville donnée. Alors vous avez cité aussi un des partenaires, mais des personnes aussi morales qui sont concernées, c'est le secteur privé. Oui. Leur exigence par rapport à cet engagement, par rapport à ce beau projet. L'implication du secteur privé est incontournable dans le développement urbain. Le secteur privé, c'est celui qui construit la ville à travers leurs projets aussi. Donc, il faut donc une coopération, un partenariat avec les secteurs privés. Ce partenariat peut, par exemple, porter sur l'aménagement commun des infrastructures publiques, ou ça peut tout simplement porter sur la facilitation de leur investissement dans la ville. Puisque ça, quelque part, ça a un impact sur l'économie de la ville. Donc, le principe général, c'est qu'il ne faut pas être anti-économique dans les actions à faire, que ce soit en termes de réglementation, en termes de planification, et tout doit converger vers cette facilitation de la relance économique dans la ville. Quand on dit décentralisation pour votre département, cela veut dire quoi par rapport au projet ? Décentralisation, c'est quelque chose qui est déjà mis en place avant l'adoption de la politique nationale de développement urbain. C'est-à-dire que au moment où nous avons révisé l'ancien code de l'urbanisme en 1963 et nous avons adopté la loi sur l'urbanisme et l'habitat en 2015. Dans cette 50 loi, ans presque après. Oui, tout à fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une loi qui est adaptée à notre situation maintenant. Dans cette loi, on parle beaucoup de décentralisation. Et décentralisation, c'est surtout au profit des communes. Les communes sont maintenant au premier rang, ce sont les premiers responsables du développement de leur ville. Et une grande partie des missions ou des actions de développement urbain relèvent de la commune. Maintenant, c'est de faire des réformes pour que les communes puissent avoir les moyens et les ressources nécessaires pour qu'elles puissent exercer ces missions. Malheureusement, les minutes passent trop vite et on a beaucoup de choses à parler puisque c'est un sujet très enrichissant. Il y a les projets donc qui avancent, mais on espère se retrouver d'ici peu quand même pour faire un petit compte-rendu de cet avancement, autant par rapport à l'engagement, mais surtout par rapport à l'agenda urbain. Et quand même, c'est la saison des pluies. Et tout cela ne bloque pas les projets en soi. Non. Il y a des mesures qui seront prises et toujours un ajustement des calendriers d'exécution de ces projets et nous sommes préparés sur la saison de pluie. D'ailleurs, la question de la résilience urbaine, c'est vraiment un défi dans l'agenda urbain. Maintenant, quand on fait des actions ou des projets pour les villes, il faut s'assurer que ces projets soient pérennes et résistent aux effets du changement climatique ou des catastrophes naturelles. C'était l'embarras de Madame Oulsou Felana Rarersou, directeur du développement des villes et de l'habitat sur Alliance 92. Merci à vous et on espère vous retrouver très bientôt pour la suite. Merci beaucoup, Madame Prisca. Écoute-moi là.